Bonjour tout le monde, vous êtes en train de rentrer dans ce Zoom organisé par le Friend District et j'ai le plaisir de recevoir Jordan Delors, Olivier Sureau, Philippe Plantadi et Adrien Hérault qui vont se présenter. Donc je ne vais pas alourdir le Zoom en les présentant chacun, à part Jordan qui est avocate, fiscaliste et qui va commencer pour parler d'un sujet qui est assez sympa puisque la France nous laisse partir à l'étranger et après elle nous aide aussi à revenir. En tout cas, il y a des dispositifs intéressants dont on va parler lorsqu'on veut s'impatrier, c'est-à-dire revenir de l'étranger vers la France. Jordan, on t'écoute. Tout à fait, merci Romain. Je vais partager mon écran que vous devriez voir. Parfait. Donc, bonjour à tous, Jordan Delors. Donc, comme le disait Romain, je suis avocate spécialisée en fiscalité donc des particuliers. Et aujourd'hui, on va parler du régime des impatriés. Alors, le régime des impatriés, hop. Donc en fait, c'est un régime favorable d'imposition qui est énoncé donc, dans le Code général des impôts. Et c'est un régime en fait qui est réservé aux individus qui viennent s'installer en France. Donc une des premières en fait conditions pour pouvoir bénéficier du régime, c'est de ne pas avoir été résident fiscal de France les 5 années qui précèdent alors, le retour en France, si on est un Français qui vient en France, parce que le point important qui est souvent posé par les individus, c'est que ce régime n'est pas réservé aux étrangers. Donc, si vous êtes français, que vous avez été longtemps expatrié à l'étranger et que vous revenez en France, vous pouvez bénéficier du régime. Donc, la première condition, c'est de ne pas avoir été domicilié fiscalement en France les 5 années qui précèdent le retour. L'autre condition est de venir en France dans le cadre en fait, d'une activité professionnelle, donc c'est-à-dire soit dans le cadre de ce qu'on appelle une mobilité intragroupe, donc qui est le cas en fait où vous êtes employé par votre entreprise actuelle et cette entreprise en fait vous rapatrie en France, donc vous transfère en fait dans une filiale ou une succursale, enfin peu importe, une société du groupe qui est située en France. Deuxième hypothèse, vous êtes en dehors de France et vous vous faites en fait recruter directement par une société française. Donc vous venez en France pour prendre des nouvelles fonctions dans une société qui n'a rien à voir avec votre entreprise actuelle. Donc ça, c'est vraiment les deux conditions qui sont liées, j'allais dire, à la domiciliation fiscale antérieure et j'allais dire, au type de travail pour lequel on vient en France. Et l'autre condition essentielle, en fait, c'est de devenir résident fiscal de France. Donc concrètement, c'est de venir en fait s'installer en France. Donc, ce qui est très important, en fait, c'est que de préciser à ce stade, c'est que c'est un régime qui n'est pas applicable aux personnes qui, en fait, de leur plein gré, vont venir s'installer en France et après, en fait, se mettre à la recherche, en fait, d'une activité professionnelle. Il faut vraiment, en fait, au moment des négociations, au moment, en fait, de signer le contrat de travail français, être non résident fiscal de France. Si vous venez vous installer en France pour chercher du travail, vous ne serez pas éligible au régime des impatriés. Donc, l'avantage en fait de ce régime, c'est qu'il y a plusieurs exonérations qui sont possibles. La première exonération possible, c'est une exonération en fait, d'une partie de votre rémunération qu'on appelle en fait la prime d'impatriation. Donc, la prime d'impatriation, qu'est-ce que c'est? Il y a deux possibilités. Première possibilité, qu'on rencontre finalement assez peu désormais, où en fait votre employeur, dans le cadre de votre prise de fonction en France, a visé nommément dans le contrat une prime additionnelle qui est liée à votre impatriation en France, d'où le nom de prime d'impatriation, qui peut prendre différentes formes, que ce soit une prime d'installation, une prime d'impatriation, une prime liée à la prise en charge du logement. Ça peut recouvrir en fait différents intitulés, mais il faut qu'elle soit visée dans le contrat de travail. Et donc, cette prime-là sera exonérée d'impôt sur le revenu. L'autre exonération qui est possible et qui s'applique en fait aujourd'hui de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'exonération forfaitaire de la prime d'impatriation, où concrètement, donc là, vous n'avez nul besoin d'avoir de mention dans votre contrat de travail. Il faut simplement que vous pouvez en fait décider d'exonérer jusqu'à 30% de votre rémunération nette imposable. Donc concrètement, si on prend un exemple simple, j'allais dire si vous avez une rémunération de 100 000 euros, ça veut dire qu'on peut exonérer 30 000 euros. La seule limite, c'est qu'une fois qu'on a exonéré ces 30%, il faut que le montant imposable reporté dans notre déclaration des revenus soit au moins égal à ce qu'on appelle le salaire de référence.
Le salaire de référence, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la rémunération qui serait payée par votre employeur à une personne qui a des fonctions analogues aux vôtres dans votre entreprise ou dans des entreprises comparables. Donc concrètement, c'est une donnée RH qui doit être fournie par votre employeur. Seul votre employeur, en fait, connaît et peut vous donner cette information. Donc, ce salaire de référence, il est essentiel, puisqu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux, j'allais dire l'une des principales conditions du régime qui est vérifiée par l'administration fiscale en cas de contrôle. Et donc, si vous voulez vraiment, j'allais dire, vous assurer de votre éligibilité au régime, le point essentiel, en fait, c'est de vérifier que vous remplissez bien la condition relative à ce salaire de référence. Et cela peut tout à fait, en fait, se faire justement dans le cadre d'une potentielle négociation, soit avec votre futur employeur, soit dans le cadre du transfert, en fait, qui s'organise pour vous rapatrier en France. Donc, dans les deux cas, donc que ce soit lorsqu'il y a les primes mentionnées dans le contrat de travail ou lorsque c'est le cas de l'exonération forfaitaire, on aura toujours en fait cette limite du salaire de référence. C'est vraiment la limite essentielle pour appliquer le régime des impatriés. Le deuxième avantage lié au régime des impatriés, c'est que vous pouvez également exonérer. Donc, on a notre rémunération, on exonère la partie relative à la prime d'impatriation, on a un montant net imposable, et sur ce montant net, on peut appliquer une autre exonération qui est l'exonération relative aux jours de travail passés à l'étranger. On vise ici les jours de travail passés à l'étranger dans l'intérêt direct et exclusif de votre employeur. Donc concrètement, ça veut dire que si jamais pour une raison X ou Y, vous faites du télétravail à l'étranger pour convenance personnelle, ça ne qualifie pas comme un jour de travail à l'étranger. Il faut que ce soit un jour qui soit motivé par des raisons professionnelles, qui peut être justifié. Donc par exemple des meetings avec meeting d'équipe, meeting client, formation à l'étranger, peu importe, mais il faut être en mesure de le justifier. Et il est recommandé dans ces cas-là de pouvoir déjà s'assurer que c'est bien un jour de travail dans l'intérêt direct et exclusif de votre employeur et que votre employeur pourra l'attester en cas de contrôle, et également de conserver en fait une preuve du temps de travail passé à l'étranger. Donc que ce soit le billet de train, le billet d'avion, la note d'hôtel, la facture de l'hôtel, enfin peu importe, tous les documents qui vont prouver la réalité en fait du déplacement effectué à l'étranger. Donc, le régime des impatriés, cette exonération en fait liée d'une partie de la rémunération a quand même des plafonnements qui s'appliquent puisqu'on ne peut quand même pas tout exonérer. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a exonéré la prime d'impatriation et les jours à l'étranger, on applique un plafonnement. Et chaque année, en fait, vous pouvez choisir le plafonnement qui vous est le plus favorable. Le premier plafonnement, c'est de dire finalement, sur une rémunération en fait de 100 000 euros, si je reprends mon exemple du début, vous pouvez exonérer, incluant la prime d'impatriation et les jours de travail à l'étranger, vous pouvez exonérer jusqu'à 50% de votre rémunération. Donc, dans mon exemple, on peut exonérer 50 000 euros. Deuxième possibilité qui va pouvoir s'appliquer et qui peut être intéressante plus en fait dans les cas où vous avez vraiment une prime qui est visée dans le contrat, qui est importante et qui est supérieure à 30%. Le deuxième possibilité de plafond, c'est les cas où on va dire en fait, le plafonnement va se faire non pas sur la prime d'impatriation, mais sur les jours de travail à l'étranger. Et donc, dans ces cas-là, le montant maximum qui peut être exonéré au titre du jour à l'étranger, c'est 20%. Avec ce plafonnement-là, vous pouvez vous retrouver dans une situation où, en fait, vous avez une rémunération exonérée qui est supérieure à la rémunération imposable. Donc, c'est souvent source de contrôle. Donc, il vaut mieux effectivement s'assurer d'avoir bien tous les justificatifs nécessaires. Et évidemment, pour permettre à l'administration de contrôler ces différents éléments, il faut qu'il y ait des mentions obligatoires qui soient inscrites dans la déclaration sous peine en fait de non-application du régime des impatriés. Donc, ce régime, comme vous l'avez vu, il est assez avantageux, voire même très avantageux. Et depuis en fait plusieurs années maintenant, il s'applique pendant une durée de 8 ans, soit jusqu'au 31 décembre en fait, de la 8e année civile qui suit la prise de fonction en France. Donc, si vous prenez vos fonctions en mai 2024, ça peut s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2032. Et donc, inversement, si on dit qu'il y a une prise de fonction en 2025, vous pouvez l'appliquer jusqu'au 31 décembre 2033. Attention, si jamais vous rentrez en France avec un employeur et qu'une fois que vous êtes arrivé en France, donc vous êtes éligible au régime, vous en bénéficiez,
1 ou 2 ans après, vous décidez en fait de changer d'employeur, mais vraiment, j'allais dire, de vous démissionner pour prendre de nouvelles fonctions dans une autre entreprise qui n'a aucun rapport avec l'employeur d'origine, vous perdez le bénéfice du régime des impatriés. Car le régime des impatriés est vraiment lié, si je puis dire, à l'entreprise qui vous fait venir en France. Donc, si vous changez au sein du groupe, vous gardez l'éligibilité au régime. Si vous changez complètement d'employeur, vous perdez le bénéfice du régime. Il y a également d'autres avantages qui sont liés à l'installation en France. Un des autres avantages fiscaux liés au régime des impatriés, c'est que si vous avez ce qu'on appelle en fait des revenus passifs de sources étrangères, donc revenus passifs, j'entends par là revenus de capitaux mobiliers, c'est-à-dire dividendes, intérêts ou plus-value de cession de valeurs mobilières. Si les comptes bancaires afférents sont situés à l'étranger, vous pouvez également bénéficier d'une exonération additionnelle de 50% de ces revenus. Et les deux autres avantages liés à l'installation en France, donc qui sont des avantages temporaires, il y a une exonération possible donc d'impôt sur la fortune immobilière pendant 5 ans sur tous vos biens qui sont situés hors de France. Et l'autre exonération possible, et Philippe en parlera mieux que moi, est une exonération aussi liée à la période en fait au paiement en fait des cotisations vieillesse, à la fois la vieillesse de base et complémentaire, qui se fait pendant une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Donc ces deux derniers avantages, exonération d'IFI et retraite, sont des avantages qui sont vraiment, je vais dire complètement à décorréler en fait du régime des impatriés, le régime fiscal. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas éligible au régime des impatriés, potentiellement, c'est des demandes, en fait, c'est des exonérations dont vous pouvez bénéficier. La seule exonération liée à la retraite, celle-là est peut-être plus... il faut aussi prendre un petit peu à l'avance parce que ça nécessite pour le coup vraiment une collaboration de votre employeur. C'est une demande conjointe qui doit être faite, donc ça suppose quand même de s'organiser un petit peu. Et il y a diverses conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc, les conseils pratiques, qu'est-ce que c'est finalement? C'est que si vous décidez, en fait, si vous savez que vous allez revenir en France, ben, ça vaut le coup, en fait, d'anticiper, c'est-à-dire anticiper en vous assurant que vous remplissez bien, déjà vérifier si vous remplissez bien les conditions pour bénéficier du régime, l'évoquer avec votre employeur de façon, en fait, à collecter d'ores et déjà l'ensemble des justificatifs nécessaires et surtout vous assurer que la condition relative au salaire de référence est remplie, car aujourd'hui, c'est vraiment, j'allais dire, la condition essentielle en matière de régime des impatriés. Donc, j'arrive pour ma part à la fin de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je passe la parole à Philippe. À Philippe. Et est-ce que vous souhaitez tous intervenir, en tout cas répondre aux questions à la fin ou chacun Alors, comme vous voulez, peut-être à la fin, c'est peut-être plus ouais, simple. Oui, c'est si plus ça simple vous parce que convient à selon tous. les questions, ce sera Oui, voilà, Parfait. l'un de Philippe, je te vous. laisse prendre le contrôle. merci Jordan. Oui, on pourra effectivement répondre aux questions à la fin des intervenants et à ce moment-là, Romain, tu pourras nous les lire et puis on pourra y répondre les personnes concernées. Alors, bonjour à tous. Merci Jordan, merci Romain, merci Olivier et Adrien en préambule. Voilà, donc Philippe Lantady du cabinet Nouvelle Vie Retraite. Je vais vous parler, moi, des retraites françaises et américaines, les retraites, comment dire, de sécurité sociale, principalement, donc côté France, pour les personnes qui vont rentrer. L'impact d'une impatriation, donc on a déjà pour rappeler deux principes de base, deux statuts quand on part travailler à l'étranger, quel que soit votre pays de départ, que ce soit de la France ou des États-Unis. Vous êtes détaché si votre employeur américain vous envoie travailler en France et continue à vous salarier sous le régime américain, il continuera à payer vos cotisations aux États-Unis, que ce soit la cotisation Social Security, voire aussi abondement dans un 401k. Donc vous maintenez vos droits dans le régime américain. Ce régime de détachement ne peut pas durer plus d'un certain temps qui est fixé par les règles de convention de sécurité sociale. Donc, au terme de cette durée, votre employeur est tenu de cotiser en France.
Vous serez expatrié si vous venez travailler en France depuis les États-Unis, même si vous avez la nationalité française, à partir du moment où vous n'avez plus aucun contrat de travail avec une entité américaine. Ça va avoir un impact sur vos droits, notamment américains. Donc, si vous ne cotisez plus à la Social Security américaine, donc le régime de base, qui est un régime par répartition, votre employeur n'abondera plus également dans le 401k que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Et à ce titre, donc, vous n'aurez plus accès à abonder dans les régimes de retraite américains. Pour mémoire, pour bénéficier d'une retraite américaine, il faut avoir 40 crédits de validés dans le régime de la Social Security américaine. 40 crédits, ça fait 40 trimestres, 10 années de cotisation. La convention de sécurité sociale entre les deux pays vous permet de consolider cette période. Donc, si ça fait moins de 10 ans que vous êtes aux États-Unis, que vous n'avez pas atteint ces 40 crédits, en totalisant les crédits américains, les trimestres français, on arrivera quand même à obtenir le versement d'une pension versée par la Social Security Administration à partir de 62 ans ou 67 ans pour le full retirement age. Donc, on a des âges qui sont un peu calés avec ceux de la France. En revanche, si vous avez moins d'un an et demi de travail aux États-Unis, moins d'un an et demi de cotisation à la sécurité sociale américaine, vous n'aurez pas le droit à la pension américaine, même avec application de la Convention. Donc ça, c'est un élément important quand on part travailler aux États-Unis ou quand on quitte les États-Unis après une période d'activité aux États-Unis. L'important, effectivement, c'est de se renseigner sur les droits qu'on a acquis. Vous avez possibilité d'avoir accès à aux droits qui sont enregistrés sur le site de la SSA, hein, ssa.gov. Donc, vous ouvrir un espace personnel et à ce titre, télécharger un full earning record sur lequel vous aurez toutes vos années de cotisation aux États-Unis, donc depuis le début. Et à ce moment-là, vous pouvez même avoir un estimatif de votre retraite américaine. Alors, l'estimatif, il est à prendre avec des pincettes dans la mesure où souvent l'estimatif donné tient compte d'une poursuite d'activité jusqu'aux âges indiqués, mais ça vous donne déjà une première indication. En France, on cotise sur un revenu maximum, le plafond annuel de la sécurité sociale. Aux États-Unis, vous cotisez sur une assiette maximum de 176 000 dollars, 100 dollars en 2025. On peut espérer une retraite de la Social Security à hauteur maximum de 46 000 dollars pour une personne qui a cotisé 35 années. C'est la durée de référence aux États-Unis. Alors, cette diapositive, je la laisse pour l'instant dans mes présentations. Le WEP, le Windfall Elimination Provision, qui était un texte réglementaire qui vise à diminuer la retraite américaine, a été abrogé en fin d'année 2024. À ce jour, dans le texte de loi, il concernait tous les futurs retraités et ceux qui sont retraités depuis le 1er janvier 2024. Donc, au niveau rétroactivité et au niveau application, à ce jour, on ne sait pas comment ça va fonctionner. On attend les lettres de cadrage et les sites directives de la sécurité sociale américaine. Compte tenu de la nouvelle administration, en ce moment, c'est un peu compliqué d'échanger avec eux. Donc, on va voir effectivement dans le futur comment les choses vont s'appréhender. Donc, normalement, ce mécanisme ne devrait plus être appliqué pour tous les retraités à compter du 1er janvier 2025. Pour les retraites françaises, je vous reprécise le schéma. Le schéma, c'est un régime de base quand on travaille et qu'on a une activité en France, quelle qu'elle soit, associé à un régime complémentaire, à un régime en points. Vous avez un troisième niveau de protection, les plans d'épargne retraite, qui soient collectifs au sein d'entreprises, donc ils sont obligatoires au sein d'une entreprise avec abondement de l'employeur et abondement de l'employé. Vous pouvez également, au sein d'organismes financiers, banques ou assurances, ouvrir des plans d'épargne retraite individuels. Vous avez pour ces dispositifs des avantages fiscaux liés à vos abondements que vous pourriez entreprendre. En France, on a une notion importante qui est une notion de durée de carrière. Les deux autres notions qui sont également importantes, c'est les notions d'âge. Le premier, c'est l'âge de taux plein automatique, 67 ans. À cet âge, on vous verse les droits que vous avez acquis en France sans minoration, quel que soit le nombre de trimestres que vous avez par vos activités. Avant cet âge, pour bénéficier d'une retraite sans minoration, les droits acquis, vous devez justifier en fonction de votre année de naissance d'un certain nombre de trimestres, entre 167 et 172, que vous soyez né entre 1958 et 1968.
Les premiers âges de départ en retraite ont été revus en 2023. On était à 62 ans et on est passé progressivement pour toutes les générations à compter du 1er septembre 1961 à partir de 62 ans et 3 mois jusqu'à 64 ans. Toutes les personnes nées à partir de 1968 devront atteindre 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir de 64 ans s'ils justifient 272 trimestres. Cette réforme 2023, qui est énormément décriée en France actuellement, fait l'objet en ce moment d'un conciliabule, d'un conclave entre les partenaires sociaux qui sont chargés de l'étudier et de faire des propositions au gouvernement et à la représentation nationale pour potentiellement la réformer et repartir sur une nouvelle réforme qui verrait peut-être l'abrogation de ce changement d'âge. C'est ce qui est demandé par les organisations syndicales de salariés. Aujourd'hui, la problématique principale est une problématique financière. La France a signé bon nombre de conventions. Vous avez un accord européen qui est un accord multi-pays avec tous les pays de l'espace européen augmenté, de la Suisse, du Liechtenstein et des pays d'Europe du Nord. Mais vous avez également une quarantaine de conventions signées avec bon nombre de pays, dont les États-Unis. Donc cette convention vous permet, signée avec les États-Unis, d'optimiser vos droits et donc de consolider les périodes pour permettre d'atteindre les 172 trimestres ou les 167 trimestres que vous devez justifier en fonction de votre année de naissance pour bénéficier de vos retraites françaises avant l'âge de 67 ans à taux plein. Ça vous permet également de consolider vos droits côté États-Unis si vous avez moins de 10 années d'activité. Donc les conventions, elles sont faites pour vous permettre d'optimiser vos droits des deux côtés, dans les deux côtés américains, côté français. Il n'est pas possible de se prévaloir de plusieurs conventions. Donc, si vous avez travaillé dans plusieurs pays ayant signé une convention, on appliquera la convention qui vous est la plus favorable. On l'a illustré sur une diapositive suivante où on a trois cas de figure, hein, trois personnes nées en 68 qui doivent justifier de 172 trimestres. On a Claude qui a fait 100 trimestres en France, 72 aux États-Unis. Donc la convention américaine permet de consolider les périodes. Donc Claude va percevoir une retraite calculée sur 100 trimestres sans minoration et il percevra une retraite américaine calculée sur ses 72 crédits. Le cas de Anne qui a fait 100 trimestres en France, 66 aux États-Unis, 6 trimestres au Royaume-Uni. On a une convention entre la France et les États-Unis. On a une convention entre la France et le Royaume-Uni à travers l'accord européen. Le Brexit n'a pas changé la position du Royaume-Uni. Elle fait toujours partie de l'accord européen. Mais malheureusement, on ne peut pas cumuler deux conventions. Donc, on va appliquer à Anne la convention la plus favorable, celle où elle a travaillé le plus longtemps. Et donc, si elle demande ses retraites avant 67 ans en France, elle aura une minoration calculée sur 6 trimestres parce que les 6 trimestres anglais ne seront pas pris en compte. Cela ne lui empêchera pas de percevoir une retraite calculée sur les 100 trimestres français, les 66 trimestres américains et les 6 trimestres du Royaume-Uni. Et enfin, le dernier cas de figure, une personne qui a travaillé en Chine, qui n'a pas de convention avec la France, d'office, les périodes sont neutralisées. Donc, ça veut dire que vous avez une minoration importante calculée sur les 27 trimestres manquants qui sont plafonnés à 20. Donc, une retraite minorée calculée sur 100 trimestres, une retraite américaine calculée sur 45 trimestres et pas de retraite chinoise dans la mesure où en Chine, il y a une condition de territorialité. Donc, comme le disait Jordan, lors d'une impatriation en France, vous avez la possibilité de demander l'exonération pendant 2 fois 3 ans des cotisations retraite. Ça veut dire que vous n'avez plus de contrat de travail américain, vous ne cotisez plus aux États-Unis, vous ne cotisez plus en France si cette exonération vous a été accordée. En revanche, vous n'avez de droit nulle part, ni en France, ni aux États-Unis, pas de trimestre, pas de crédit validé. Donc, si cette exonération vous est accordée, il faut effectivement que vous mettiez en place des mécanismes pour que vous puissiez effectivement, pendant cette durée d'exonération, quand même vous constituer des droits à retraite à travers des produits vraiment spécifiques destinés à capitaliser pour votre retraite.
Le cabinet Nouvelle Vie Retraite peut vous accompagner dans la connaissance de vos droits en cas de mobilité internationale, hein. Notre métier, c'est exclusivement les retraites de sécurité sociale. Donc, on est en mesure de vous donner de la visibilité sur un processus d'impatriation, de retour en France, selon différents scénarios. Ça peut vous aider à avoir de la visibilité et orienter vos choix sur telle ou telle mesure qui pourrait vous correspondre ou effectivement avoir des impacts plus ou moins importants sur les droits que vous allez acquérir et surtout sur les retraites que vous allez pouvoir bénéficier lorsque vous serez en âge de les percevoir. Voilà, donc vous avez mes coordonnées. Si vous avez des questions, je suis et enclin à vous répondre à la fin de la présentation d'Olivier et d'Adrien. Ou si vous voulez discuter de votre situation de manière individuelle, vous pouvez me faire un email. On conviendra d'un rendez-vous par téléphone ou un Teams ou un Zoom. Et à ce moment-là, on prendra le temps de discuter. Et ce premier rendez-vous sera gratuit et sans engagement. Voilà, je laisse la place à Olivier, il me semble, Ouais. pour prendre la suite de la présentation. Merci Philippe. Alors, je vais partager à mon tour mon écran. Bonjour à tous. Hop, voir maintenant, voilà. Donc moi, pour ma part, je vais essayer de vous parler un petit peu de fiscalité, notamment du côté américain, pour vous donner un petit peu les points d'attention dans le cadre si demain vous venez et vous bénéficiez du régime d'impatriation. D'abord, quand on parle bien évidemment de fiscalité, il faut se référer à la notion de résidence fiscale. La particularité que vous pourriez avoir demain, si bien sûr vous rentrez vivre en France et que vous bénéficiez du régime d'impatrié, c'est d'être citoyen américain aux cartes vertes. Hein. Pour rappel, lorsque nous sommes citoyens américains aux cartes vertes, hein, alors carte verte, on a des exceptions à la règle, mais en général, comme nous sommes citoyens américains, c'est un des rares pays au monde où, peu importe où j'habite, je serai toujours redevable de payer mes impôts et de déclarer mes impôts de payer mes impôts, pardon, sur mes revenus mondiaux. Les conventions fiscales vont me permettre d'atténuer, d'éviter la double imposition. Mais ça, c'est un point important. Je vous en parlerai après, hein, des points d'attention à regarder dans le cas du régime d'impatriation. Mais sachez que si certains d'entre vous, rentrez vivre en France et vous allez bénéficier de ce régime d'impatriation et que vous êtes soit citoyen américain, soit carte verte, vous aurez toujours des conséquences fiscales aux États-Unis, puisque de par la loi interne aux États-Unis, hein, c'est prévu notamment dans le cadre des conventions fiscales et de la convention franco-américaine, on sera toujours résident fiscaux américains, même si je passe 0 jours sur le territoire américain. Important de connaître, hein, cette première règle. Bien évidemment, on a des conventions fiscales qui ont été conclues entre nos deux pays, et on en a 3, j'aurais tendance à dire même 4. Hein. La première qui concerne l'impôt sur le revenu, hein, qu'est-ce qu'on appelle, qui va éviter notamment la double imposition. Dans notre cas à nous, d'un citoyen américain qui habite en France et qui est fiscalisé également en France, puisqu'on se retrouvera dans une situation où il sera à la fois résident fiscal français et américain. La convention fiscale nous permettra d'éviter d'avoir cette double imposition. On a également un accord, hein, sur les successions et donations. Et puis, bien évidemment, comme Philippe vient d'évoquer également, on a un accord de sécurité sociale. Et bien évidemment, sans oublier l'accord FATCA. Hein, si certains d'entre vous, vous rentrez vivre en France et que vous êtes citoyen américain et que vous serez donc redevable de continuer à faire vos déclarations fiscales franco-américaines, attention, hein, dans le cadre de l'accord FATCA, les banques françaises enverront automatiquement, hein, les informations sur vos données bancaires, sur les comptes en banque que vous avez, notamment en France, et vous aurez, vous, bien évidemment, l'obligation de les déclarer. Si vous ne le faites pas, dans le cas des échanges automatiques, hein, avec la FATCA, vous aurez un risque de redressement. Donc, tout d'abord, quand on va vouloir s'expatrier et venir vivre, quand je dis s'expatrier, ça peut être rentrer vivre dans son pays d'origine, la France, il faut toujours bien comprendre, hein, l'impact fiscal. On est souvent concentré sur l'impôt sur le revenu en voulant regarder les impacts au niveau de la fiscalité, mais il faut bien évidemment faire attention à l'impact sur les successions et donations. Bien évidemment, on aura l'impôt sur la fortune, l'IFI, dont Jordan a parlé tout à l'heure, et qui peut avoir une conséquence. Mais dans notre cas, nous, citoyens américains ou carte verte, si on vient vivre en France, il faut anticiper. Et Jordan l'a bien dit aussi tout à l'heure, c'est important, hein, de bien anticiper le départ et dans le cas de ce régime d'impatriation, anticiper le côté américain également, et notamment, ce sera du côté de l'impôt sur le revenu, mais également du côté des successions et donations. Qu'est-ce qui se passera si demain, certains d'entre vous vont rentrer vivre en France? En tant que citoyen américain, bien évidemment, peu importe, même si vous rentrez vivre en France, vous serez toujours fiscalisé toute l'année aux États-Unis. Ce qui changera, bien évidemment, c'est la France. Hein. Vous deviendrez résident fiscal français à partir du moment où vous arriverez en France et jusqu'à la fin de l'année. Puis par la suite, vous serez résident fiscaux français et résident fiscaux américains.
Donc, important de bien connaître ce schéma-là. On aura une fiscalité et les conventions nous permettront et définiront quel est le principe exclusif, quel pays exclusivement sera redevable en termes d'impôts. Deuxième cas de figure, et ça c'est un point d'intérêt et je vous en parlerai après qui est important, c'est que si certains d'entre vous, rentrez vivre en France, vous avez une carte verte et que cette carte verte, vous la détenez depuis moins de 8 ans. Ça veut dire qu'en droit fiscal américain, vous n'êtes pas considéré comme étant un long terme résident alien dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, parce que dans la mesure où on ne peut pas être résident fiscaux de deux pays, à moins d'avoir le passeport américain qui est prévu dans la convention fiscale, cette convention fiscale nous permettra d'être résident fiscal uniquement du pays dans lequel on a ses intérêts et le centre de ses intérêts vitaux et son foyer familial. En l'occurrence, si demain vous avez une carte verte que vous avez depuis 4 ans, vous décidez pour une raison ou une autre, vous rentrez vivre en France, vous êtes envoyé par un groupe pour travailler en France, vous bénéficiez du régime d'impatrié. Dans ce cadre-là, étant titulaire d'une carte verte depuis moins de 8 ans, on va pouvoir se protéger dans le cadre des conventions fiscales et n'être considéré qu'être uniquement résident fiscal français. J'insiste bien, uniquement résident fiscal français, ça voudra dire qu'au niveau américain, je serai non résident fiscal américain et redevable de payer mes impôts que sur mes revenus américains. Ce qui est important dans le cas du régime impatrié, parce que là, j'aurai que les avantages, j'aurai les avantages fiscaux du régime impatrié grâce à la convention fiscale. Je ne perdrai pas ces avantages aux États-Unis puisque je serai non résident fiscal américain. Et donc, je vais devoir déposer une déclaration et faire appel à la convention fiscale avec des formulaires à remplir pour cela. Mais ça, c'est important de le connaître parce que c'est un réel avantage fiscal qu'on a souvent tendance à connaître. Mais grâce à cette convention fiscale, je serai non résident fiscal américain. Je vais continuer à devoir déposer des déclarations fiscales, déclarer mes comptes en banque, mais en termes d'impôts, je ne serai redevable de payer mes impôts que sur mes revenus de source américaine. Donc, bien comprendre cette particularité-là. Autre cas de figure, si demain vous quittez les États-Unis, vous avez un visa de travail, sachez également on a une sorte de quitus fiscal obtenu aux États-Unis, quand même, pareil, qui est souvent méconnu, hein, ce qu'on appelle le sailing permit, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le droit de naviguer. Et c'est des choses qu'il faut faire en préambule avant de rentrer vivre en France. On est censé obtenir un quitus fiscal de l'administration fiscale américaine. Donc, on prend un rendez-vous auprès des autorités fiscales américaines. Et dans ce cadre-là, on va s'assurer qu'on a bien payé l'impôt avant de partir et on vous délivre un quitus qui peut être intéressant, notamment en France. Hein, si demain, par exemple, vous souhaitez ouvrir des comptes en banque ou autre en France, ça vous permettra de prouver que vous n'êtes plus résident fiscal américain à compter de votre date de départ parce que c'est un document qui est établi par le fisc américain. Sinon, vous n'aurez pas moyen de le prouver à part l'année qui suit quand vous déposerez vos déclarations fiscales aux États-Unis. Donc, l'origine des impatriés, c'est vrai que c'est une optimisation, c'est un vrai avantage en France, mais qu'est-ce qui va se passer quid du côté américain? Alors, bien évidemment, quand j'évoquais tout à l'heure, si demain vous rentrez vivre, vous avez un visa de travail, vous rentrez vivre en France, il n'y aurait plus de raison fiscale américaine à partir du moment où vous quittez les États-Unis. Donc là, dans ce cadre-là, on aura un vrai avantage fiscal du côté français, puisqu'on n'aura plus besoin de déclaration fiscale à faire aux États-Unis, puisqu'on sera titulaire d'un visa, donc on n'aura plus rien à faire avec le fisc américain. Mais attention, si bien évidemment on conserve une attache aux États-Unis, alors de ce fait, par le fait qu'on ait un passeport ou une carte verte américaine, on aura des implications fiscales, bien évidemment aux États-Unis. Ou alors, on peut également conserver des attaches, et là j'insiste également, on peut avoir un visa à rentrer vivre en France, mais on peut conserver parfois du patrimoine aux États-Unis. Donc là aussi, il faudra être assez prudent dans ce cadre-là. Donc parfois, on recommande, ça peut être intéressant notamment dans le cas du régime d'impatrié, de pouvoir bénéficier de conserver un régime de portefeuille de placement immobilier, notamment aux États-Unis, parce que ça nous permettra d'avoir un certain nombre d'abattements dans le cas du régime d'impatrié, puisqu'on va conserver des revenus capitaux immobiliers qui seront étrangers, hein, en dehors de la France. Donc on pourrait bénéficier en certains cas d'un abattement à hauteur de 50%. Mais attention, si demain, je suis détenteur d'une carte verte de longue durée, donc depuis plus de 8 ans, donc je suis considéré comme un Américain en fiscalité américaine, ou alors j'ai passeport américain, qu'est-ce qui va se passer de tous les avantages fiscaux que j'ai dans le cadre du régime d'impatrié? Premier avantage, l'avantage, comme Jordan évoquait tout à l'heure, au niveau des primes d'impatriation ou des salaires, où je vais avoir une exonération du côté français. Mais moi, en tant que citoyen américain, bien évidemment, ces exonérations ne seront pas reconnues. Je vais devoir respecter la réglementation américaine, puisque je dois redéposer une déclaration fiscale aux États-Unis, puisque je suis toujours résident fiscal américain, même si j'habite plus. Au niveau des salaires, donc l'avantage que l'on a quand on est expatrié, on bénéficie d'un abattement sur ces salaires à hauteur de 130 000 $. Donc ça pourrait, alors à calculer, ça pourrait justement
mitiger l'avantage fiscal qu'on aurait du côté français. Ça nous permettrait d'avoir un avantage fiscal du côté français dans le cas du régime impatrié, et de l'autre côté, un avantage fiscal américain, qui est l'abattement sur les salaires quand on habite à l'étranger, qu'on travaille à l'étranger, qui va jusqu'à 130 000 $ d'abattement d'exonération. C'est quand même pas négligeable, c'est quand même assez intéressant. Donc, ça peut nous permettre finalement, l'un dans l'autre, d'optimiser des deux côtés. Mais attention quand même de ce côté-là. En revanche, si demain, j'ai d'autres avantages fiscaux, notamment des avantages financiers, par exemple dans le cadre du régime d'impatrié, ou alors, il faut savoir que lorsqu'on a un passeport américain en France, dans le cadre de l'article 24 de la Convention fiscale franco-américaine, les revenus financiers qui sont générés dans ce portefeuille de placement américain peuvent faire l'objet d'une exonération par de jeu de crédit d'impôt français, d'une exonération d'imposition en France. On a quand même toujours un petit frottement fiscal, mais ça nous permet d'avoir une exonération. Mais bien évidemment, cette exonération, je l'aurai en France, mais je ne l'aurai pas aux États-Unis. Donc, et Adrien, on vous en reparlera après, d'où l'intérêt de conserver un portefeuille parfois de placement américain, mais justement d'optimiser son portefeuille dans des produits qui ont des fiscalités financières, faibles aux États-Unis. Puisque comme on aura des avantages fiscaux en France dans le cadre du régime d'impatriation, et notamment également dans le cadre du fait que si on a le passeport américain, il va falloir optimiser maintenant du côté américain. Parce que si je suis citoyen américain, il va falloir que j'optimise la fiscalité américaine, puisque la fiscalité française a déjà un régime de faveur que je n'ai pas du côté américain. Donc, c'est là qu'il va falloir mettre en place une stratégie financière et patrimoniale que Adrien va vous évoquer, mais ce sera important de le connaître. Également, si demain vous rentrez vivre en France, attention en termes successoraux. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, aujourd'hui, lorsqu'on est américain en carte verte, on a un abattement de 13 990 000 $. Si demain, je rentre vivre en France, je serai redevable de payer mon impôt sur les successions et donations sur mon patrimoine mondial en France. Et ce, même si je suis américain. Il n'y a pas d'exonération dans ce cadre-là. Donc, il va falloir qu'en amont, je couvre ce risque fiscal qui existera en France. Il y aura peut-être certaines stratégies à adopter également, mais aussi également, on pourrait aussi identifier ce risque fiscal et pourquoi pas le couvrir par des produits de placement de type assurance vie américaine qui nous permettraient, s'il nous arrive quelque chose en France, d'avoir une assurance d'essai qui pourrait éventuellement couvrir cet impôt français. Mais attention là aussi, souvent on se précipite, enfin, quand on rentre en France, encore une fois j'insiste, on pense à l'impôt sur le revenu, on oublie l'impact successoral et de donation, parce que souvent ce n'est pas une problématique aux États-Unis de par l'abattement. Donc attention, en France, c'est 100 000 € d'abattement tous les 15 ans. Il y a des stratégies à mettre en place avec Jordan, mais attention quand même à cette partie-là, il faut en avoir conscience. Il faut justement, encore une fois, bien anticiper cette partie-là. Donc le re-entry permis, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est dans le cadre où si vous avez une carte verte que vous avez depuis moins de 8 ans, vous avez la possibilité quand même de conserver votre carte verte, même si vous passez 365 jours en dehors du territoire américain, par le biais d'un re-entry permit qui va vous être délivré par l'administration américaine et qui, en général, vous est délivré pour 2 ans une première fois et renouvelé jusqu'à 3 ans, c'est-à-dire vous fait 5 ans, et qui vous permettra de vivre 365 jours par an, si vous le souhaitez, en dehors des États-Unis, sans perdre votre carte verte. N'oubliez pas, quand on a une carte verte, beaucoup de gens pensent qu'un aller-retour une fois par an, ça suffit. Non, non, la règle, c'est qu'on est censé passer 6 mois par an sur le sol américain. Donc, si on passe plus de 6 mois par an en dehors des États-Unis, si on souhaite conserver sa carte verte, si on n'est pas américain, il faut avoir ce rentrée permis. Donc, bien comprendre cela. Et ça nous permettra également, toutes les années qu'on va passer en dehors des États-Unis, ne rentreront pas dans la règle des 8 ans d'exit tax dont je vais vous parler juste après. Donc, bien comprendre cet avantage fiscal que l'on a dans le cadre de la convention fiscale. Encore une fois, j'insiste, si j'ai depuis moins de 8 ans de carte verte, je vais pouvoir être considéré, c'est la règle du tabreaker, comme non-résident fiscal d'un point de vue américain grâce à cette fiscalité-là. Donc, je serai non-résident d'un point de vue américain. Et en France, je serai résident fiscal et j'aurai les avantages du régime d'impatrié. Donc, et d'autre côté, si à un moment donné, je décide de rendre ma carte verte, à partir du moment où j'aurai moins de 8 années de carte verte, je n'aurai aucune application fiscale de ce côté-là. Donc, bien comprendre également. L'autre cas également qu'il faut bien anticiper, c'est que si demain, certains d'entre vous, vous quittez les États-Unis, vous avez un visa de travail, vous n'êtes plus carte verte ou américain, attention également si vous conservez des biens mobiliers aux États-Unis. On n'a aucun abattement fiscal si on a des biens situés sur le territoire américain. Quand je dis aucun, c'est s'il nous arrive quelque chose, c'est que 60 000 $. Et on arrive rapidement à une fiscalité de 40%. Versus si j'ai une carte verte ou si je suis citoyen américain, un abattement de 13 990 000 $. Donc, bien comprendre cela. Et attention également aux notions de trust. Certains d'entre vous, vous avez des trusts, vous rentrez vivre en France. Attention à cette problématique-là. Et Jordan pourra vous assister aussi dans cette partie-là, parce qu'il y a toute la compliance à respecter en France dans ce cadre-là. Les comptes de retraite,
Adrien va vous en parler, il y a une vraie optimisation également à faire dans le cas des comptes de retraite, hein. N'oubliez pas que dans le cas de l'article 18 de la convention fiscale, les retraites sont toujours taxables dans le lieu de cotisation. Donc, ce sera un avantage fiscal également que vous aurez, même si vous rentrez vivre en France. Pour conclure, n'oubliez pas l'exit tax. Parce que certains d'entre vous aussi, vous pourriez vous poser la question, je rentre vivre en France, et finalement, je bénéficie de l'origine de la patrie, mais en même temps, je veux rendre ma carte verte, que j'ai depuis plus de 8 ans. Je veux rendre mon passeport américain, parce que je ne veux plus m'embêter avec cette fiscalité américaine, ces règles américaines, ces déclarations américaines. Attention aux conséquences qu'on appelle de l'expatriation tax. C'est une sorte d'exit tax aux États-Unis qui s'applique, hein, dès lors qu'on rend son passeport américain ou sa carte verte qu'on a depuis plus de 8 ans et qu'on respecte l'un des 3 critères suivants. Son impôt moyen était supérieur, au cours des 5 dernières années, était supérieur à 206 000 $ par an. En moyenne, par an, j'avais 206 000 $ d'impôts. Là, je rentre dans le champ d'application des exit tax. Ou alors, au moment où je rends mon passeport ou ma carte verte, mon impôt, mon actif net, donc tout le patrimoine que j'ai, y compris les placements en retraite, l'immobilier, tout ce que j'ai partout dans le monde, dépasse 2 millions de $ à la date d'expatriation, ou alors je ne suis pas à jour de mes obligations fiscales. Donc faites attention à cela, parce que dans ce cadre-là, on a une exit tax qui se met en route, et c'est comme si on liquidait l'intégralité de son patrimoine, à la fois financier, immobilier, mais également les plans de retraite. Donc ça peut générer des conséquences fiscales dans ce domaine-là, et d'autant plus que si vous avez des enfants qui restent, eux, vivre aux États-Unis, qui conservent leur passeport américain, toutes les donations futures que vous ferez à ces enfants ou successions feront l'objet d'une taxation à 40% aux États-Unis. On aura un impôt sur les successions qui s'applique lorsqu'un bénéficiaire hérite d'un cover d'expatrié. Ça, c'est une loi fiscale qui est très punitive, que peu de gens connaissent également, qui pour moi est encore plus importante que l'exit tax en elle-même, parce que l'exit tax, c'est un one-shot. Celle-ci, c'est toute la vie de vos enfants si eux-mêmes souhaitent rester aux États-Unis. Donc, il faut bien anticiper avant de rendre votre passeport américain. Il faut bien anticiper des donations. En général, il faut le faire au moins 3 années avant, ou au moins 1 an, mais surtout 3 années avant dans le cadre de l'exit tax. Il faut bien anticiper pour effectuer ces donations, cette transmission. Et comme j'évoquais tout à l'heure, de mettre en place des produits, des outils financiers pour couvrir le risque fiscal que vous auriez en France. Il y a une fenêtre d'ouverture que vous pourriez obtenir dans ce cadre-là, à voir. Et notre ami Adrien, donc je vais passer la parole tout de suite, va vous en parler maintenant. À ton tour, Adrien. Parfait, merci Olivier. Merci à Philippe, Jordan pour leur présentation également. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Parfait. Allons-y. Alors, ensemble, nous, comme l'a dit Olivier, on va parler de planification patrimoniale, plus particulièrement de vos opportunités dans le cadre d'une potentielle impatriation en France, les 12 aidances, ce qui peut être intéressant de faire et surtout de ne pas faire. Alors, je vais essayer d'être rapide, il nous reste une dizaine de minutes. Une stratégie patrimoniale, elle existe de façon généraliste autour de 5 classes d'actifs. Ces 5 classes d'actifs, on les a à l'écran. On va essayer de rentrer dans vos opportunités autour de chacune de ces classes. D'un côté, on a les actifs défensifs, qui sont représentés ici par votre cash, c'est l'épargne liquide qu'on a à la banque, votre fonds d'opportunité. Fonds d'opportunité, on reviendra sur sa définition. Et de l'autre côté, les actifs de croissance. Les actifs de croissance long terme, comme j'ai écrit ici, c'est le moteur de votre stratégie patrimoniale. Ils viennent générer de la growth, et ils sont représentés ici par tous les investissements sur les marchés financiers au sein de votre portefeuille diversifié, l'immobilier et votre épargne retraite. Pourquoi? Parce que l'épargne retraite, elle est placée sur les marchés financiers ici aux États-Unis. Est-ce que c'est important d'avoir ces 5 classes d'actifs au sein de sa stratégie patrimoniale? La réponse, c'est oui. Est-ce que je dois avoir exactement le même montant? Bien sûr que non. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de votre âge, de vos objectifs, de votre objectif vers la retraite. Mais avoir ces 5 classes d'actifs, le but, c'est pas simplement de venir protéger votre stratégie, mais c'est surtout d'augmenter son potentiel de réussite. Et dans le cadre de l'impatriation, on va voir vos opportunités au sein de chacune de ces catégories. La première catégorie, c'est l'épargne liquide. C'est le cash, comme j'ai dit tout à l'heure, à la banque. Alors, très bon outil pour un parachute, un matelas de sécurité. Attention ici à l'impact de l'inflation. Généralement, notre recommandation, c'est d'avoir entre 6 à 12 mois de dépenses en épargne liquide sur ce qu'on appelle un fonds de sécurité. Alors,
Quel outil est-ce qu'on peut utiliser? Aux États-Unis, on a tout ce qui est High Yield Saving Account. L'année dernière, on avait des rendements qui étaient plutôt forts. Là, on est redescendu autour des 3%. Ça reste quand même intéressant pour notre fonds de sécurité. En France, lorsque je m'impatrie, mon matelas de sécurité pour les personnes qui veulent l'avoir à côté d'eux, entre guillemets, dans la même devise, alors, on aura peut-être un petit peu moins de rentabilité, mais au moins on a de la liquidité et des intérêts. On va partir sur le livret A et je pense aussi également au fonds euro. Alors, plus de 6 à 12 mois, j'insiste sur le fait que l'inflation aura un impact dévastateur sur vos savings. Et j'aime bien utiliser un exemple pour illustrer mon point. J'ai pris l'exemple d'une personne qui en 1982 avait 50 000 $ sur son compte de saving. Cette personne-là, on le voit en 2010, si elle veut avoir le même pouvoir d'achat, simplement à cause de l'inflation, il faut que ces 50 000 $ se soient transformés en 118 039 $. Si elle les a laissés, admettons qu'une personne est laissée sur l'intégralité de son épargne au sein de ce compte de saving, sans rendement ou avec peu de rendement, quelle est la probabilité que ça se transforme en 118 000 $ faible? Et donc, quelle est la probabilité que cette personne-là ait perdu en pouvoir d'achat? Elle est haute. Donc, le matelas de sécurité, il est important. Ça me permet de faire face à tout imprévu de la vie. Par contre, avoir trop d'épargne en matelas de sécurité, ça impacte ma future croissance patrimoniale. Donc, ce serait dommage. Est-ce que mon conseil, c'est de ne pas avoir du cash et d'avoir tout le reste placé sur les marchés financiers à risque? La réponse est bien sûr que non. Mais mon conseil, c'est de mettre en place un fonds d'opportunité. Un fonds d'opportunité, on le voit ici dans notre stratégie patrimoniale, il a le rôle suivant. Il va me permettre de conserver de la liquidité pour une période d'opportunité. Alors une période d'opportunité, c'est quoi? Ça peut être un ralentissement du marché financier. Ça peut être un ralentissement du marché immobilier. Ça peut être une opportunité de rejoindre une société en tant qu'associé. Le but de cette partie de mon patrimoine, c'est de garder du cash, qui a une croissance continue, qui est supérieure à l'inflation, donc je ne perds pas ici en pouvoir d'achat. Je viens chercher entre 2,5 plus de rendement sur le moyen long terme. Je cherche à avoir des rendements qui ne sont pas corrélés au marché financier et au marché immobilier. Pourquoi? Parce que quand le marché financier et le marché immobilier sont en baisse, c'est généralement ce que j'appelle une période d'opportunité. Donc si je ne peux pas avoir accès à mon cash, ça defeat the purpose. Si je remplis ces trois caractéristiques, j'ai un placement idéal et qui me permet justement de démultiplier mes rendements sur la partie croissance. Quel actif défensif optimal pour ce but-là? Olivier en parlait un peu tout à l'heure, la Cash Value Life Insurance, qui est une assurance vie à capitalisation américaine. Pourquoi actif idéal? Eh bien, pour les 6 points qu'on voit devant nous à l'écran, au niveau successoral, selon l'âge auquel on y contribue, elle aura des gros avantages côté français, puisque potentiellement elle peut passer hors succession. Elle a une croissance qui est continue, donc qui respecte bien le point de non-corrélation au marché financier. Elle est non corrélée au marché financier. J'ai une fiscalité qui est intéressante. Pourquoi? Parce que le patrimoine que j'ai investi au sein de cette Cash Value Life Insurance, je vais pouvoir le faire grandir sans imposition, donc tax deferred, et je vais pouvoir l'utiliser au moment où j'en ai besoin de façon complètement tax-free. Si je l'utilise stratégiquement, elle va pouvoir en tant que seconde vitesse, elle va pouvoir me faire augmenter mes revenus de retraite. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir voir mes actifs de croissance de façon différente et pouvoir utiliser à la fois capital et intérêt pour augmenter mes revenus de retraite. Et enfin, un point très important, c'est le nantissement. Le nantissement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de laisser croître mon épargne. Je laisse mon épargne investie au sein de ce placement, mais j'ai la possibilité de l'utiliser en donnant une garantie, que ce soit une banque ou une compagnie d'assurance, qui m'octroie une ligne de crédit à taux fixe ou à taux variable, correspondant au montant que j'aurais donné en garantie. L'avantage de cela, c'est que je continue à avoir les intérêts composés au sein de mon plan d'assurance vie, et j'ai quand même la possibilité de faire mon investissement, que ce soit dans l'investissement immobilier ou financier. Donc voilà pour la partie défensive. 2 points pour résumer cette partie-là.
attention au management de mon épargne liquide, toujours chercher du rendement, pas garder trop d'épargne liquide pour éviter l'impact de l'inflation. Garder un fonds d'opportunité, mais faire attention que ce fonds d'opportunité, il ait les 3 caractéristiques dont je parlais précédemment, c'est-à-dire des rendements non corrélés au marché financier, plus forts que l'inflation, et qu'on puisse le nantir et ne pas perdre l'impact des intérêts composés. Votre opportunité aussi aux États-Unis, c'est bien sûr la KGU, la Insurance. Maintenant, on va passer aux actifs de croissance. Actifs de croissance, j'en ai 3. Le premier, l'immobilier. Tout à l'heure, ici, Olivier en a parlé. Garder l'immobilier aux États-Unis, ça peut faire sens. Pourquoi? Parce que vous gardez l'avantage fiscal, c'est-à-dire que l'amortissement dont on bénéficie aux États-Unis, qui nous permet de offsetter les revenus du taxable, vous le conservez lorsque vous rentrez en France. Donc ça peut faire sens. Par contre, attention. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas en nationalité américaine ou en carte verte et que je décède, eh bien, la fiscalité et les successions aux États-Unis, bien qu'en carte verte et en nationalité, elle soit très clémente, elle ne l'est pas forcément pour une personne en visa. Donc, attention à ce point également. On va parler de votre épargne retraite, on en parlait tout à l'heure, en actif de croissance, elle est placée sur les marchés financiers. On voit 4 types d'épargne retraite ici. Le plus commun, c'est le 401k. Donc je vais rentrer dans le détail de celui-là. 401k, 403b. Et une question qui nous est souvent posée, c'est je rentre en France, je m'impatrie, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, est-ce que je sors l'argent, je le place en France? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Olivier en a parlé tout à l'heure au niveau fiscal, article 18 de la Convention fiscale américaine, c'est intéressant de pouvoir garder votre 401k ici aux États-Unis, puisque potentiellement la fiscalité lors du retrait sera plus clémente due à cet article 18. Donc si fiscalement c'est intéressant de le garder, patrimonialement, quelles sont mes options? Le garder chez votre ancien employeur, ça peut faire sens. Aujourd'hui, on a bien limité, les frais de gestion sont quand même limités au sein du 401k. Vous pouvez le garder et poursuivre votre stratégie. La problématique, c'est qu'ici, il y a un manque de flexibilité et d'options en termes de placement. Vous avez ces fonds, généralement les target date funds, dans lesquels vous investissez, et puis au moment de la retraite, vous pouvez retirer les intérêts. Manque un peu de flexibilité au sein des placements qu'on peut faire au sein de son 401k, donc c'est pas forcément mon conseil. Sortir l'argent d'un coup, c'est pas du tout mon conseil. Pourquoi? Parce que la fiscalité, rappelez-vous, c'est généralement de l'argent sur lequel vous n'avez pas été imposé. Donc la fiscalité, si je sors tout d'un coup, eh bien, je fais augmenter de façon considérable mes revenus. En faisant augmenter considérablement mes revenus, je fais augmenter mon taux d'imposition. Et donc la fiscalité de mon retrait, elle est mauvaise. Donc retirer tout d'un coup, non, c'est pas mon conseil. Retirer petit à petit pour optimiser sa fiscalité, oui, bien sûr. L'option, si pour les personnes qui n'ont pas 59 ans et demi, qui me disent, Adrien, okay, moi, le retrait, j'ai une pénalité de 10% si je le fais. Est-ce que c'est toujours votre conseil? La réponse, c'est non. Et généralement, la meilleure option, c'est de le transférer dans ce qu'on appelle un IRA, un compte individuel de retraite, dans lequel le transfert de votre 401k à l'IRA, il est, entre guillemets, tax-free, c'est ce qu'on appelle un transfert in kind. Il n'y aura pas d'événement fiscal entre ces deux comptes-là. Et vous allez pouvoir continuer votre stratégie au sein de votre IRA. Si vous souhaitez continuer dans votre fonds que vous avez, vous aurez probablement la possibilité de trouver le même fonds au sein de votre IRA. Mais maintenant, au sein de mon compte individuel de retraite, j'ai beaucoup plus d'options. Si je veux faire de l'immobilier, par exemple, je peux, à travers des REITs. Si je souhaite faire des investissements dans certaines actions, je peux également. L'autre option que j'ai au sein de ces comptes, c'est ce qu'on appelle les annuités. Annuités, c'est extrêmement intéressant, surtout pour des personnes qui ont grandi dans le système français comme nous et qui souhaiteraient potentiellement reproduire cela, avoir une garantie de revenus pour le restant de leur jour. Eh bien, ils peuvent le faire à travers ce type de contrat. Dernier point sur la partie retraite, une question qui nous est souvent posée. On a abordé, alors que j'ai abordé en détail avec Olivier dans notre webinaire avec French District sur la fiscalité, optimiser sa fiscalité entre la France et les États-Unis. C'est est-ce que je dois faire du Roth ou du traditionnel, et est-ce que lors de mon retour, ça vaut le coup de convertir en Roth ou garder mon compte en traditionnel.
Je vous ai mis à l'écran les avantages et les inconvénients de façon très générale. Hein. Si vous vous trouvez dans une tranche d'imposition forte, rester en traditionnel, c'est plus intéressant pour vous. Ça ne sert à rien de déférer de l'impôt lorsqu'au moment de la retraite, vous aurez un taux d'imposition plus faible que votre taux actuel. Le Roth, il est idéal dans le sens inverse. Si par exemple je rentre en France, mais je décide de ne pas travailler pendant cette année-là, que je n'ai pas de revenus, donc je suis dans une tranche un peu plus basse, ça peut faire sens éventuellement de convertir une partie de mon plan retraite en Roth pour plus tard avoir des revenus complètement exonérés d'impôts lors de ma retraite. Alors voilà pour ma partie. Je sais qu'on voulait répondre aux questions, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vais redonner la parole à Romain euh, pour la partie questions. Merci beaucoup, Adrien. Philippe, merci d'être resté parce que ça parle beaucoup retraite. Alors, la première question d'Elisabeth, je ne sais pas si vous êtes encore là. Pourriez-vous, SVP, organiser un webinaire pour les personnes qui ne travaillent pas, retraitées par exemple, qui veulent retourner vivre en France de façon permanente, français ou double nationalité? Mais quelque part, c'est un peu ce qu'on a fait, je crois, même si c'est pas Oui, le oui, oui, titre. tout à fait. Voilà. Alors, effectivement, l'impatriation ne concerne pas les retraités, il concerne que les actifs. On pourrait faire une présentation, effectivement, que pour les personnes retraitées ou les personnes sans activité qui souhaitent rentrer en France. Oui, ça peut se faire. Je veux dire, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en même temps, tu es la personne à contacter. On a laissé tes coordonnées Hmm. pour, comme tu l'expliques, une séance de consulting. Je ne sais pas Oui, comment voilà, on dire en peut en français. discuter personnellement. La personne Voilà. me contacte par email, on fixe un rendez-vous et on discute. Je réponds à ses questions. Voilà. Alors, ne bouge pas. Est-ce que l'exonération des revenus du capital au retour en France s'applique aux retraités? Peut-être Olivier aussi? Ou, C'est plus Olivier et Jordan. Jordan, j'ai Jordan même. Ouais. Jordan, Ou c'est pour Jordan? toi. Oui, j'allais dire, là, c'est plus une question de fiscalité. Alors non, ça ne s'applique pas aux retraités parce qu'effectivement, le régime des impatriés est lié au fait d'avoir une activité professionnelle. Donc, ça s'applique aux actifs. Donc, si vous bénéficiez du régime des impatriés, vous bénéficiez de l'exonération. Si à l'inverse, vous n'en bénéficiez pas parce que vous rentrez en France en qualité de retraité, vous ne pourrez pas bénéficier de l'exonération. Voilà. Merci beaucoup, Jordan. C'était très clair. Bonjour, bonsoir de Valérie. J'ai la cinquantaine aux USA depuis 30 ans. Aux USA depuis 30 ans. Je rentre en France où je suis né et j'ai grandi. Je vais toucher des dividendes d'un capital placé aux États-Unis pour vivre de cela jusqu'à toucher la retraite aux USA. Quelle serait la taxation côté français, sachant que les montants touchés seront taxés aux USA? Point d'interrogation. Voilà. Alors, Olivier, ouais, je pense que c'est une double question. Alors, je pense que ça dépend. Alors, je ne crois pas que vous ayez mentionné, Valérie, votre nationalité, parce que ça répond un peu finalement à ce que disait Aux euh, États-Unis depuis 30 ans, on peut imaginer qu'elle est américaine. Je rentre, j'ai la cinquantaine aussi, oui. Alors, si, voilà, en fait, c'est un peu ce que disait Olivier. Donc, ça dépend, en fait, finalement, de. L'idée, c'est que si vous venez vous installer en France et que vous êtes résidente fiscale de France, vous serez imposable en France sur vos revenus mondiaux, donc les revenus de sources françaises et de sources étrangères. Et après, en fait, comme l'a expliqué Olivier en détail, il y a une convention fiscale qui s'applique entre la France et les États-Unis. Et si, en fait, vous avez effectivement, donc, soit la citoyenneté américaine, le passeport américain ou la carte verte et que vous avez des revenus de capitaux, enfin mobilier, des dividendes de sources américaines, en application de la Convention, c'est les États-Unis qui ont le droit d'imposer ces sommes, donc c'est les États-Unis qui vont les imposer. Et en France, vous aurez le droit à un crédit d'impôt équivalent. Donc, in fine, pas de taxation en France. Après, comme l'a mentionné Olivier, attention parce qu'il peut y avoir des frottements fiscaux selon les montants. C'est-à-dire que si c'est des montants qui sont substantiels et que ça correspond à une grosse partie finalement en fait de vos revenus indiqués dans votre déclaration française, même si on applique un crédit d'impôt, in fine, ça peut quand même augmenter votre taux moyen d'imposition en France, car en France, nous avons un régime progressif, un barème progressif d'imposition. Olivier, je te laisse compléter si tu veux. Non, non, c'est parfait, Jordan, hein. Et puis, sachant que les retraites, ce sera plus ou moins le même principe, hein, comme tu l'as dit, Jordan.
si la dame touche des retraites américaines alors qu'elle vit en France, bah, elle aura le même mécanisme comme tu l'as très bien évoqué, Jordan. Ouais. Donc, il y aura une taxation aux États-Unis, en fait, c'est ça. Mais peut-être frottement fiscal, comme tu dis, donc il faut être prudent là-dessus. On a ensuite Véronique, qui a un très joli nom de famille, Mandelson. Bonjour, je suis française et américaine. J'ai toujours travaillé aux États-Unis et j'ai une retraite. Mais je veux retourner en France. Est-ce que je toucherai ma retraite? Alors là, c'est plus pour Philippe, je crois, même si. Alors absolument, les retraites vous seront versées quel que soit votre lieu de résidence. Il n'y a pas de condition de résidence aux États-Unis pour percevoir une retraite américaine. Donc, elle vous sera versée même si vous êtes résident en France. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, moi j'ai une question parce qu'on reçoit aussi au French pas mal de demandes de personnes qui ont des difficultés ils sont aux États-Unis euh, et qu'ils vivent aux États-Unis, mais qu'ils passent à la retraite en France, à toucher ces retraites françaises. Et apparemment, il Ah, y a, c'est effectivement un processus qui est très long. voilà, On a, dans la le cadre de la Social Security a Convention, du mal à discuter avec le, voilà. absolument, il y a un échange entre la sécurité sociale américaine et la sécurité sociale française pour combiner les carrières, pour consolider les carrières. Et effectivement, c'est un mécanisme assez long. En ce moment, on est sur des délais d'instruction entre 18 et 24 mois. Il faut pas que les personnes baissent les bras. Et c'est très long. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est sur des délais c'est supérieurs depuis le Covid. Hein. La Social Security américaine a stocké tout un tas de dossiers pendant très très longtemps. Et puis, je pense que la nouvelle administration va pas simplifier les choses en termes de fonctionnement pour la sécurité sociale américaine. Et même si c'est un poids leur sujet, est-ce que toi, tu accompagnes ces Français qui sont aux États-Unis qui aimeraient faire avancer Mm. ces dossiers? Oui, oui, Tout ok. à fait, on peut les accompagner. J'ai un contact à Baltimore à la Social Security, même si en ce moment le contact est un peu distendu, mais voilà. Donc, mais effectivement, ça fait partie des prestations, des accompagnements qu'on propose pour les personnes qui veulent bénéficier de leurs droits depuis les États-Unis. Ok, bah super. Bah écoute, maintenant je le sais et je risque de t'envoyer du monde. Alors, on a Pascal qui s'adresse, je pense, à Adrien. Is it true, donc c'est en anglais, is it true that, je te laisse lire si tu veux, that Roth IRA are exonerated from succession rights if I'm back in France with my kids, I guess. And no, but my Ouais, kids will stay in the ouais, US. Okay, you got it. merci Romain. Et corrige-moi Olivier, hein, je sais qu'il rentre, malgré que ce soit un produit de retraite, hein, c'est ça, si vous êtes résidente fiscale française au moment de la retraite, c'est résidente fiscale française, comme l'expliquait Olivier, hein, que la France est votre lieu de résidence permanent. Vous serez imposé, ça rentrera dans votre succession, hein, côté français. Donc, in fine, imposable en France. Merci, Adrien. Comment est la taxe 401 ou IRA lors de la succession décès pour un citoyen américain-français avec des enfants ayant aussi la double nationalité? Olivier? Ouais, ça Co- dépendra où la personne habite, en fait. Hein. Si la personne habite, si la personne habite en France, et si la personne habite en France et même si les enfants sont aux États-Unis, ben, on aura une fiscalité française, hein, puisque on sera redevable, et tu me confirmeras, Jordan, tu nous confirmeras, mais on sera redevable de l'impôt sur les successions, puisque le défunt habite en France. Donc, même si c'est un produit de retraite américaine, malheureusement, il y aura un impôt à payer du côté français. En revanche, si la personne qui décède est américaine, même si les enfants sont en France, dans le cadre de la Convention, ce sera taxable entre guillemets aux États-Unis et donc abattement à hauteur de 13 990 000 $. Donc pas de succession si, euh, si cette personne est aux États-Unis. Mais ce qui va compter, ça va pas être le lieu de nationalité en quelque sorte, ça va être vraiment où cette personne habite, puisque cette personne va être à la fois sera automatiquement résidente fiscale américaine au regard des successions de nations, peu importe où elle habite. Mais en revanche, si elle habite en France, bah, il y aura la fiscalité française sur ces successions et donations. Je pense que Jordan, Oui, tu le confirmeras. tout à fait. Et en fait, en France, c'est pareil. Donc, les trois critères essentiels pour les successions, c'est 3 points. C'est le lieu d'habitation du défunt, enfin, la résidence fiscale du défunt, la résidence fiscale, en fait, des héritiers et où sont situés les biens.
Il peut juste y avoir des exonérations qui sont applicables selon effectivement le lieu de la localisation en fait des héritiers. Mais ça, c'est vraiment, j'allais dire, des points très spécifiques. Mais globalement, comme le disait Olivier, il y aura, enfin, si le défunt était en France, les règles françaises s'appliqueront avec tout ce que ça implique, et donc une fiscalité nettement moins généreuse que la fiscalité américaine. Super, merci à vous deux. On va essayer d'accélérer un tout petit peu la réponse parce que, au fur et à mesure qu'on y répond, il y en a qui posent leurs questions. Pour un Français américain, donc franco-américain, qui rentre en France depuis le Portugal, y a-t-il un impact fiscal en France, des avantages? Alors, en France, on n'a pas du tout de. En France, il n'y a pas de régime lié à la il n'y a pas de régime, pardon, de taxation qui est lié à la citoyenneté. Donc, si concrètement vous rentrez en Europe, mais sans passer par la France, il n'y aura pas d'impact en France si vous n'avez pas de revenus de source française. D'accord. Laurent nous demande si on crée une filiale en France de sa propre entreprise américaine. Est-on considéré comme impatrié au retour en France pour travailler dans sa filiale? Et il a la Alors, double nationalité. ouais, les textes visent spécifiquement les cas, effectivement, où même si vous venez en France dans le but de créer justement la filiale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de coquille vide, il n'y a pas vraiment encore une entreprise qui vous accueille, vous pouvez quand même bénéficier du régime. Après, il y a des conditions particulières, et j'allais dire, il faut vraiment qu'il y ait une substance en France, une activité professionnelle qui soit exercée en France pour justifier l'éligibilité au régime des impatriés. Mais sur le principe, c'est possible, s'il y a vraiment j'allais dire, des raisons professionnelles justifiant la présence en France. Euh, Né en 1965, l'âge d'ouverture des droits est de 63 ans et 6 mois. Par contre, je compte déclencher la sécurité sociale américaine à 62 ans depuis la France. Comment puis-je faire depuis la France? Appelez Philippe, Vous avez peut-être? un bureau de la Social Security américaine à l'ambassade des États-Unis à Paris, donc vous pourrez déjà les contacter pour demander votre retraite américaine. Le mieux, Christian, c'est de demander votre retraite directement sur le site de la Social Security. Vous faites votre demande online, même si vous habitez en France. Ça fonctionne et ça sera beaucoup plus rapide. ssm.org. ssa.gov. .gov, .gov, d'accord. Euh, qui sont nos interlocuteurs directs? Organismes, nous demande Manirat. Aux USA et en France, si on rentre en France en milieu d'année et que l'on doit remplir la déclaration d'impôt sur les revenus dans les deux pays de l'année suivante. Il va falloir contacter Jordan il va falloir contacter Jordan pour qu'elle vous aide, surtout pour la partie aussi française et puis pour la partie américaine, puisque vous aurez deux déclarations à faire forcément. Il faudra contacter un professionnel aux États-Unis également pour vous aider. Jordan, je te laisse. Oui, tout à fait. En fait, en France, on reconnaît la résidence en fait en cours d'année. Donc, même si vous arrivez le 10 décembre en France et que vous percevez des revenus, il faudra déposer une déclaration. Et donc, les autorités compétentes sont l'administration fiscale française. Et donc, vous devrez déposer votre déclaration auprès du service des impôts compétent. Mais donc, comme le dit Olivier, l'année en fait de transition, vous avez deux interlocuteurs de déclaration, l'administration fiscale américaine pour la déclaration américaine et l'administration fiscale française pour la partie française. Super. Véronique qui vous dit merci pour la réponse. Donc, c'est sympa de dire merci, Véronique, on apprécie. Hervé qui nous dit bonjour, je lis dans les règlements de l'USCIS qu'il faut rentrer aux USA sous moins de un an et non pas 6 mois pour maintenir une carte verte. Bon, Non, mais la règle, ça, enfin, ça dépend ce que vous regardez. Mais je ne sais pas ce que vous lisez, mais c'est deux choses différentes en fait, hein. voilà, N'oubliez pas qu'une carte verte, c'est vous habitez aux États-Unis, vous n'habitez pas à l'étranger. exactement. Euh, Où peut-on trouver des renseignements sur les démarches essentielles à effectuer au niveau fiscal et retraite avant de rentrer en France de façon permanente? Ah, Les renseignements, surtout les marchés censés effectuer au niveau fiscal et retraite avant de rentrer en France. Philippe, côté retraite, tu veux dire, côté fiscal, hein, référez-vous à la convention fiscale, hein, qui est assez claire hein, là-dessus, hein, qui vous donne vraiment la fiscalité du pays à proprement parler, hein. Donc, vous regardez la convention fiscale de 94, qui a été amendée à plusieurs reprises. Ça, ce sera pour la partie fiscalité. Et puis après, vous avez le code des impôts en France et le code des impôts aux États-Unis, auquel vous pouvez vous référer dans ce cadre-là. et c'est pour ça qu'on a créé aussi ce webinaire. Exactement. Oui, Voilà. c'est ça. Et pour les retraites, ben, vous avez des sites en France, hein, l'assurance retraite pour le régime de base, Agir Carco pour les retraites complémentaires. Mais sur l'assurance retraite, vous avez une synthèse de tous les droits que vous avez pu enregistrer par vos activités en France. Donc, c'est déjà un bon premier niveau d'information.
Marie-Hélène qui nous dit, je travaille pour une organisation internationale. Dans quel cas peut-on, est-on exonéré de la taxe CSG et CRDS si je vends un bien ou l'emmène dans une entreprise? Alors, je ne sais pas si exactement à quelle exonération vous faites référence. C'est l'exonération effectivement de CSG-CRDS en cas de cession de biens immobiliers. Ça vaut donc pour les non-résidents fiscaux de France et c'est sous réserve que vous soyez affilié au sein de l'Union européenne à un régime en fait de sécurité sociale à titre obligatoire. Donc il y avait vraiment des conditions particulières. Je ne sais pas si c'est l'exonération à laquelle vous faites référence, mais c'est pas forcément, j'allais dire, lié à l'organisation internationale, mais c'est plus lié finalement au fait d'être un non-résident et de ne pas être affilié à titre obligatoire à un régime français de sécurité sociale, mais être affilié au sein de l'Union européenne. Ouais, et je rappelle à tout le monde que j'ai mis dans la conversation tous les liens et les emails de chacun Mhm. des intervenants. Et je vous invite à ouvrir en appuyant sur le petit bouton chat de façon à contacter Olivier, Philippe, Jordan ou Adrien. Euh, Romain nous demande, mon conseiller fiscal américain, alors ça c'est pour toi Adrien, je pense, m'a indiqué qu'en théorie, je ne peux pas conserver mon IRA si je n'ai plus de domicile aux États-Unis. Est-il légal d'utiliser une virtual mailbox pour contourner cette limitation? Alors, pour l'IRA, il n'y a pas de problème, hein. Les comptes retraite, on peut les conserver aux États-Unis, qu'on soit Voilà. aux États-Unis ou pas. Là où ça peut poser problème, c'est les comptes de brokerage. Euh, Certaines compagnies l'acceptent, d'autres non. Euh, Est-ce qu'on peut ouvrir une virtual mailbox pour contourner cette limitation? C'est pas Bah, mon conseil, hein. Il vaut mieux trouver voilà. une, euh, Dès une qu'on cherche à firme contourner, de toute façon, c'est que il y Oui, a un voilà, ouais, problème. je travaillerais Voilà. plus avec une société qui est OK avec ça, ou c'est complètement. Parce que légalement, c'est tout à fait possible, hein. C'est Mm. juste qu'au niveau compliance, il y a certaines sociétés qui l'acceptent ou pas. Bruno, question pratique. Est-ce que l'argent de la retraite américaine peut et doit-il être versé sur un compte américain ou français? Quels sont les avantages et inconvénients dans chaque cas de figure, en sachant que je vivrai en France? Philippe, tu veux répondre? Ou sinon, bah, du côté du 401k, en tout cas, il n'y a pas de. Tout ce qui est 401k, pension, ça devra généralement être versé ou annuité sur un compte américain. Après, si vous souhaitez le transférer en France, il n'y a pas de souci. Moi, je vous conseille d'utiliser toujours des sociétés comme. Et on ne travaille pas avec eux, c'est pas forcément une recommandation, mais Wise. On travaille par contre avec OFX qui sont très bien, qui permettent de limiter les frais de transfert. Euh, voilà, Mais moi, il y pour a les pas- retraites des régimes de sécurité sociale, on peut vous les verser sur des comptes en devise. Le taux de change est à votre charge. Donc, voilà, après, c'est à vous de voir effectivement comment vous voulez transférer et gérer vos comptes. Mais vous pouvez les faire verser sur un compte en dollars, sur un compte en euros. Ça fonctionne. Les organismes les versent. Voilà. Et ce que voulait dire Adrien, je pense, je vais le dire avec d'autres mots, ne demandez pas à votre banquier de faire le transfert pour vous. Voilà, parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Euh, Alexis, si on rentre en France, mais on garde un emploi payé de 100 K par an aux États-Unis, est-ce qu'on a un abattement, une déclaration à faire? Hmm. Bah, Ouais, toujours. Toujours, il y ouais. aura toujours une déclaration. Tout dépend de votre statut, encore une fois. Si vous êtes sous visa, enfin, il y a plus de déclaration à faire aux États-Unis, mais si vous êtes citoyen américain, vivant en France ou carte verte, vous aurez une déclaration fiscale à faire aux États-Unis. Et comme j'évoquais tout à l'heure, hein, vous aurez 130 000 dollars d'abattement sur votre salaire. Donc, en fait, il n'y aura pas de fiscalité américaine de ce côté-là. Il faudra déclarer par contre vos autres revenus, hein, hors salaire. Mais il n'y aura pas du côté américain. Ce sera relativement simple. Euh, enfin, peut-être la dernière, après les remerciements, citoyenne franco-américaine ayant vécu aux États-Unis depuis 20 ans, j'ai rebasculé sur le système d'assurance santé française et aussi fiscal pour l'année 2024. Sur cette année, je souhaite rebasculer mon statut sur le territoire américain. Combien de jours sur 2025 dois-je comptabiliser? À quel point de l'année puis-je officialiser ce rebasculement? Bon courage, Et Olivier. ouais. Et mais Vas-y, Jordan, vas-y, Jordan, si tu Ou veux, allez, je te Jordan. laisse. Alors oui, je relis juste la question. Alors après, en fait, d'un point de vue purement fiscal, comme je le disais tout à l'heure, même si vous partez j'allais dire le 15 janvier ou le 30 janvier en fait de France, ça n'aura absolument aucune incidence que la France n'a pas la même règle que les États-Unis. Et on reconnaît la rupture de résidence en cours d'année.
Donc concrètement, si vous décidez de partir aujourd'hui, le 4 mars 2025, on fera 2 déclarations pour l'année, il y aura 2 périodes, si je puis dire, pour l'année 2025. Une première période où vous êtes considéré comme résidente fiscale de France, taxable en France sur vos revenus mondiaux, avec donc toutes les particularités liées à la citoyenneté américaine et les crédits d'impôt accordés par la Convention fiscale pour les revenus passifs de source américaine. Et ensuite, à partir du moment où vous avez quitté le sol français et que vous devenez résidente, enfin, vous retournez aux États-Unis, vous êtes non résidente fiscale de France, donc imposable en France uniquement si vous avez conservé des revenus de source française. Ouais. Super. Mm. Merci beaucoup. On a pas mal de merci de Mani Rata, de Bruno, et on a aussi quelqu'un qui nous demande est-ce que vous pouvez me donner le lien vers le French Assurance Retraite? Je sais pas quoi conseiller, Philippe. C'est www.l'assuranceretraite.fr. Voilà. Avec des pas d'S. Non, assurance Non, sans non, S. non, non. Assurance, voilà. www.assuranceretraite.fr. Voilà. Voilà. Ça pouvait pas être plus simple. Et disponible, trouvable sur Google, à mon avis aussi. Alors, une Oui, oui, dernière. oui. Vous tapez assurance retraite sur Google, vous allez tomber dessus. Voilà, on n'est pas obligé de Ouais. contacter Philippe pour trouver. Non, non. Voilà. Voilà. Vous pouvez, mais c'est pas indispensable. Enfin, on a une dernière question peut-être orale de Birgit. Est-ce que, Birgit, on va vous ouvrir le micro, puisque vous avez levé la main. Désolé, on vous fait passer en dernier. Et si vous ne souhaitez pas poser votre question, vous pouvez l'écrire ou, euh, ou alors pour réécouter, contacter l'un des intervenants. En tout cas, merci beaucoup, Birgit. Et je suis désolé si je vous ai donné la parole en dernier. C'est peut-être trop tard pour vous. Ah, tant pis. Ah, allez-y, Birgit, allez-y. Ah oui, non, je voulais simplement dire, je suis retraitée et on a double nationalité franco-américaine. Je touche ma retraite en France et ici, j'ai une annuité et j'ai une maison que je voudrais vendre avant de retourner en France. Et je me demande donc quelles sont les implications fiscales. Bien. Donc Alors, là, sur, actuellement, vous êtes... Allez, vas-y, Olivier. non, vas-y, Jordan. Non, non, je Moi, t'en prie. juste sur la partie américaine, Birgit, en fait, sur la partie américaine, des implications fiscales, bien évidemment, si vous le faites avant de rentrer en France, sur la maison, si c'est votre résidence principale, si vous vendez la Oui, maison, si vous vendez votre maison et que vous y avez habité au moins pendant 2 années, et si vous êtes marié, vous aurez un abattement de 500 000 $ sur la plus-value. Si vous êtes toute seule, vous aurez un abattement de 250 000 $. Donc, en gros, si la maison, elle vaut 1 million de dollars, vous la vendez 1 million de dollars, vous l'avez acheté 500 000, il n'y aura pas d'impôt si vous êtes marié. Si vous êtes toute seule, il y aura un impôt sur 250 000 $ aux États-Unis. Donc, ça, c'est la première chose. Vous aurez une fiscalité aux États-Unis sur l'immobilier. d'accord. Et pour les retraites et les annuités, à partir du moment où les annuités sont ce qu'on appelle des qualified annuities, ce sont considérés comme des plans de retraite dans le code des impôts américains, même si vous rentrez en France, et comme l'avait évoqué tout à l'heure Jordan également, même si vous rentrez en France, ça restera fiscalisé aux États-Unis et vous continuerez à payer vos impôts aux États-Unis sur ces retraites. Je te laisse compléter, Jordan, si tu veux. Pardon, Ben, pardon. justement, je ne paye pas d'impôts ici. Apparemment, mon annuité est vraiment petite. D'accord. D'accord. Donc, en fait, vous aurez probablement une déclaration effectuée si vous vendez la maison, vous avez une plus-value. Il faudra faire une déclaration Oui, fiscale. Les années qui suivent quand vous allez rentrer en France, alors, ce qu'il faudra faire attention, si vous n'avez pas de revenus taxables, vous aurez quand même, soyez prudente quand même à déclarer vos comptes en banque. Hein. Si vous ouvrez des comptes en banque à l'étranger, notamment en France, et que ces comptes en banque dépassent 10 000 $, il faudra effectuer une déclaration de ces comptes en banque au fisc américain. C'est une déclaration qui est simple à faire, mais il faudra penser de le faire. et les comptes doivent dépasser combien? 10 000 $. Tous vos 10 000, comptes, d'accord. voilà. Il ne faut pas que les comptes ne dépassent, enfin, la somme de tous vos comptes, la balance Mhm, maximale de tous vos comptes ne dépasse pas 10 000 $. d'accord. Eh bien, merci Et, beaucoup. Et et pour Jordan, la tu voulais partie rajouter? française, oui, c'est ça, pour compléter rapidement. L'idée, c'est que, donc, comme le dit Olivier, soit vous arrivez à vendre la maison avant de rentrer en France, et dans ces cas-là, aucune application en France. Si, en fait, vous rentrez en France, que vous n'avez pas encore cédé la maison et que c'est votre ancienne résidence principale, on a une exonération également en France et on considère qu'il y a une certaine tolérance à partir du moment où vous avez mis
la maison sur le marché immobilier pour la vendre. Donc, si vous la vendez, on va dire dans un délai d'à peu près un an, 18 mois, normalement, on considère que l'exonération s'applique parce que c'est votre ancienne résidence principale, sous réserve qu'elle n'ait pas été louée entre-temps. À l'inverse, si vous la louez ou que vous n'arrivez pas à la vendre tout de suite et que vous la vendez bien plus tard, vous vous retrouvez en fait dans une situation de cession classique d'un bien immobilier français, avec imposition en France à hauteur de 19% plus les prélèvements sociaux, avec diverses exonérations et abattements qui s'appliquent. Et comme c'est un bien qui est situé aux États-Unis, la convention fiscale nous dit que c'est les États-Unis qui ont le droit d'imposer ce bien, mais que vous avez en France un crédit d'impôt qui est équivalent à l'impôt américain. Donc là, toute la question, c'est effectivement de savoir si vous avez payé de l'impôt en France, pardon, aux États-Unis, de combien est-il? Parce que potentiellement, selon le montant de l'impôt, vous pouvez vous retrouver avec un reliquat à verser en France. Donc à étudier avec attention, parce que il y a beaucoup en fait de contribuables qui ne sont pas forcément informés de cette règle et qui ne savent pas que quand on cède un bien à l'étranger, on peut quand même avoir des obligations déclaratives en France et potentiellement de l'impôt à payer. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas vendre l'année N la Tout à maison et fait. partir l'année N+1? Tout à fait. Il vaut mieux, dans la mesure du possible, après, c'est un conseil qui s'applique, j'allais dire, de manière générale, essayer de cantonner, en fait, c'est-à-dire la partie américaine aux États-Unis et la partie française. Essayer, si possible, en fait, de solder, si je puis dire, toutes les affaires que vous pouvez avant de partir pour vraiment isoler, en fait, les blocs fiscaux et ne pas mélanger, en fait, les fiscalités. D'accord, donc il faut que je vende la maison avant de partir, L'année Oui. avant de partir. Et Ouais. l'année avant de partir. Ah, c'est l'année ou ça c'est des mois? Si vous la vendez dans l'année qui suit la cession, ça marchera comme pour l'exonération, oui. D'accord, d'accord. Et pour mon annuité, je laisse le compte ici ou Oui, oui. Vas-y, Oui. Adrien. Oui, d'accord. au niveau de la fiscalité, c'est plus intéressant pour vous ce qu'expliquait tout à l'heure Olivier. Hein. Article 18 de la Oui, Convention fiscale franco-américaine, vous êtes imposé que aux États-Unis. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux États-Unis, les revenus sont trop faibles pour avoir une imposition, donc vous continuez dans cette logique. La seule petite différence, c'est que les revenus seront non imposables, mais déclarables en France pour déterminer votre tranche d'imposition. Voilà. d'accord. Ben, c'est comme ici, mes revenus français. Exactement. D'accord, d'accord. Ben, je vais avoir besoin d'un comptable. Ça tombe bien, tombe bien. vous en avez au moins un là dans le Zoom. Et son métier aujourd'hui a un peu évolué plus en fiscaliste, on va dire. Oui, mais D'accord. vous aurez Jordan pour la partie française de toute façon, quoi qu'il arrive. Jordan sera là pour la partie française. Ça, c'est bien. D'accord, bah, écoutez, merci beaucoup. J'ai pris un screenshot de toutes les adresses. Ça va m'aider. Voilà, Parfait. c'est le but de ce webinaire, c'est d'aider les personnes en répondant à leurs questions. Donc, merci d'avoir posé votre question, Birgit, et bonne chance pour tout ça. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Jordan, Adrien, Olivier et Philippe. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être pour vous contacter ou ce que vous voulez? Plus rien. Ah. Non, Vas-y. ouais, merci à tous, hein, en tout cas, d'avoir été là aujourd'hui avec nous, d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, hein, on va vous envoyer un mail de suivi avec les coordonnées de tout le monde. Je crois que le replay sera également disponible hein, sur le site de French District. Euh, Comme d'habitude, hein, nous on offre, pour USA France Financial, on offre toujours un bilan patrimonial pour les personnes qui ont suivi le webinar, que ce soit en live ou en replay, pour que vous puissiez voir l'impact hein, des stratégies mises en place avec votre propre situation. Donc n'hésitez pas à réserver un rendez-vous avec nous en suivant l'email qui va être envoyé. Voilà. Et on n'est pas obligé d'avoir un immense patrimoine pour vous Non, contacter non plus. Non, mais voilà, parce que le mot bilan patrimonial peut faire peur, mais oui. voilà. On n'est pas obligé d'être une immense fortune pour avoir des enjeux fiscaux. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était un plaisir une fois de plus et hyper intéressant et surtout très intéressant pour toutes les personnes qui ont assisté. À Merci à bientôt. tous. Merci à tous. Merci. À bientôt. À Merci, bientôt. Au revoir. bonne Au journée, revoir. bonne soirée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.